Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis à Bordeaux, je fais de la bande dessinée depuis longtemps. Ma dernière série est chez Glénat, elle est en 6 tomes et là on vient de re-signer pour 8 nouveaux albums. Et c'est une série collégiale avec plein de dessinateurs et de dessinatrices. Je pratique le roller hockey dans mon temps libre. Bonjour Paul Drouin. Bonjour. Et cette série dont tu ne citais pas le nom, c'est bien sûr la série Les Géants, dont on va avoir l'occasion de parler, d'autant que tu es là en partie parce qu'il y a une exposition qui ouvre à la médiathèque d'Angoulême et qu'on est heureux de soutenir ici à la Cité de la BD. Tu le disais, le 7e tome est sorti il y a quelques semaines, je crois. Premier tome de ce nouveau cycle, on va en dire quelques mots. Mais le principe des Géants, si je dois le résumer, c'est chaque album qui met en avant un personnage, un enfant qui, pour réussir, doit s'unir au reste de la bande. Alors ils ont des pouvoirs chacun, et puis ensemble, ils luttent contre des sortes de géants issus de mère nature. Ces géants au pouvoir tant convoité par une multinationale qui n'a pas de grands scrupules. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est tout à fait ça. Dans la saison 1, donc chaque album, on suit un enfant qui est lié à un géant différent, donc le géant de la nature, de l'eau, etc. Et ils vont devoir affronter le grand méchant et du coup s'unir. Alors dans la saison 1, ils s'unissent tous pour affronter ce grand méchant. La saison 1 se clôt en 6 albums. Il y a une fin, c'est autoconclusif. Au bout du 6e tome, on a une fin. Et on repart avec un tome 7 qui commence la saison 2. Ça se passe 5 ans plus tard. On va avoir à chaque fois des nouveaux personnages, des nouveaux enfants avec des nouveaux géants qui cette fois viennent de l'espace. Donc chaque enfant est lié à un géant qui se situe sur une autre planète ou sur la Lune pour le tome 7. Et voilà, donc on commence avec le tome 7 en Corée du Nord et on va suivre la jeune Moon qui a un géant qui s'appelle Hungdi et qui vient de la Lune. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un carton cette série. D'ailleurs au départ, ça devait être 6 tomes et puis il y a un nouveau cycle parce que ça marche tellement bien que ce serait dommage de s'arrêter là. Comment t'es venu et comment vous est venu, parce que tu le disais, c'est collégial, l'idée globale de cet univers-là et de raconter cette histoire-là ? Alors c'est l'éditeur Nicolas Forçant chez Glénat qui était en contact avec mon scénariste Lilian. Ça faisait déjà bien longtemps qu'ils étaient ensemble en train de parler de ce projet. Ils y ont passé plusieurs années. Ça s'appelait pas du tout Les Géants, c'était un nom alambiqué qui s'appelait Children of Mecha. Le projet a évolué, moi je suis arrivé là-dessus et j'ai mis mon nez dedans et j'ai proposé des idées et puis le projet a continué d'évoluer. Et donc, à un moment, on s'est dit qu'on allait faire un tome, un enfant, avec son géant. Et au fur et à mesure, j'ai proposé des dessins d'enfants, de géants, et on a construit comme ça l'histoire, l'univers au fur et à mesure. Oui, parce que c'est ce bon vieux principe finalement de la bande dessinée, du duo de Tintin Milou, d'Astérix Obélix, qui se répond et qui vit des aventures ensemble en fait. Oui, c'est exact. Et après, on avait aussi envie d'ouvrir la série à d'autres dessinateurs. Parce que c'était une envie de l'éditeur et puis de moi-même. Et du coup, ça a bien fonctionné. J'avais envie de faire participer d'autres dessinateurs et ça s'y prêtait bien parce qu'un tome, un enfant différent et un géant différent. Donc ça pouvait coller avec le fait qu'il y ait plusieurs dessinateurs. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas toi qui dessines tous les tomes. Tu es une espèce de directeur artistique global, on va dire, mais tu sous-traites. Oui, alors j'aime pas trop le mot sous-traiter, mais effectivement, j'ai créé tout l'univers, les personnages, les géants, donc toute la Bible, enfin l'univers, et je m'occupe de toute la narration, donc de tous les storyboards. C'est le brouillon pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, tous les brouillons de tous les albums. Et on s'est entouré on est en tout 2 dessinateurs et il y a 2 dessinatrices qui reprennent mon brouillon et qui viennent mettre leurs pattes et leur univers. Est-ce que c'était aussi peut-être pour aller plus vite ? Parce qu'on sait que par exemple les mangaka, les dessinateurs de manga au Japon font beaucoup ça. Il y a le maître manga et puis il y a tous ses assistants. On appelle ça des assistants, mais qui dessinent pour que les tomes puissent sortir à un rythme de plusieurs chaque année. Est-ce qu'il y avait aussi cette envie-là derrière pour pouvoir aller plus vite et donc fidéliser un lectorat qui aujourd'hui a l'habitude des séries et donc qui veut le tome suivant rapidement, quoi ? À la base, c'était plus pour ouvrir et partager, faire comme un atelier virtuel avec
d'autres dessinateurs et se tirer vers le haut. Par exemple, là, sur la saison 2, moi, je travaillais sur mon tome 7 pendant que Charline Forns faisait le tome 8. Et du coup, je voyais ses pages en même temps que je faisais mes pages. Et par moments, ça me donnait envie de faire mieux qu'elle, ou je me disais, c'est super fort là-dessus. Et ça me motivait vraiment. Après, effectivement, le fait de pouvoir avoir 2 albums qui sortent par an, on a vu que c'était un avantage. Au niveau à la fois des médiathèques, des libraires et tout, ça permet de fidéliser les jeunes lecteurs qui grandissent vite, quoi. C'est une tranche d'âge où ils évoluent rapidement, et pour les garder, 2 tomes par an, c'est bien. Il faut aussi dire que au-delà de toi, et sans minimiser ton rôle, mais peut-être que ce qui permet cette uniformisation, ou en tout cas qu'on retrouve vraiment l'univers à chaque fois, c'est la couleur. Il y a un coloriste qui, lui, est le même dans chaque album, et qui donne aussi une patte. On parle peu des coloristes en bande dessinée, mais là, encore plus que d'habitude, on sent que son travail est évidemment important. Oui, alors tout à fait. Nous, on essaie vraiment de le mettre en avant, parce que Lauriane, il fait un travail formidable sur la série, et il permet d'uniformiser le tout. Alors c'est quand même, pour m'envoyer quelques fleurs, c'est quand même uniformisé aussi un petit peu au niveau de la narration et du storyboard, vu que je fais tous les storyboards. Donc là, il y a un système, il y a une façon de raconter qui est la même. Mais oui, à la fin, Lauriane vient poser sa couleur, et c'est top. Et on le soutient beaucoup. Enfin, il est sur la couverture, ce qui est tout à fait normal. Là où souvent les coloristes sont la 4e roue du carrosse, et voilà, nous en tout cas on tient fort à lui. Comment tu as bossé justement au départ? Parce que tu le disais, pour ceux qui n'auraient pas encore découvert la série, mais chaque enfant, il y a un géant qui est lié à la nature au sens large. Comment on donne à des enfants des traits de caractère et même des traits physiques liés à la nature, même si c'est très esquissé, mais comment tu as travaillé cette dimension-là? Alors le scénariste m'avait déjà donné un petit peu la psychologie, les traits de caractère des différents enfants, et il m'avait donné des détails sur les géants. Après, quand je dessine le géant, je fais abstraction un petit peu de tout ce qu'il me dit, parce que j'ai besoin de me sentir libre pour créer mon géant. Par exemple, le tome 1, c'est un géant de la nature, Hirso. Si j'ai trop de contraintes au niveau de l'écriture, si le scénariste a une idée trop précise en tête, je sais que ça va me bloquer. Donc je lis ce qu'il m'a écrit, et ensuite je fais vraiment ce que je ressens, enfin je me fais plaisir aussi, et voilà. Après, pour les enfants, c'est souvent, vu qu'ils sont liés à leur géant, ils se ressemblent un petit peu sur certaines traits physiques, ou la petite Erin, elle est très nature, on va dire, et son géant, c'est un géant de la nature. Elle a des taches de rousseur, c'est une petite fille intrépide qui fait du vélo à fond, et donc voilà, ils se répondent, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une dimension un peu militante dans cette bande dessinée? Parce que forcément, on pense à la défense de la nature, au changement climatique. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est assumé? Ou c'est venu dans un second temps? Alors je sais pas exactement. Je pense que c'est conscient de la part du scénariste. Moi, je l'ai vu un petit peu après. Par exemple, le grand méchant, il est réveillé par les hommes, et les hommes font fondre la glace, et c'est ce qui libère le Alifar, donc le méchant. Donc effectivement, on peut faire un lien avec la fonte des glaciers. Puis la petite Erin, qui a un rapport avec la nature, elle fait pousser la main verte, elle fait pousser des plantes. Donc oui, il y a un message en filigrane, il y a un message écologique derrière. Moi, je pense, comme mon scénariste, c'est des sujets qui nous touchent beaucoup. Donc c'est des sujets actuels, et vu qu'on s'adresse à un public jeune, c'est venu assez naturellement, je pense, de mettre ça plus ou moins consciemment dans la BD. Il y a aussi des enfants qui ont des histoires parfois compliquées. Je pense au petit c'est Célestin, je crois, qui est exploité dans des mines de Congo. Il y a Erin qui a perdu ses enfants dans un accident. C'est-à-dire que c'est de la bande dessinée jeunesse, mais voilà, avec derrière aussi des messages parfois un peu durs sur la vie et l'enfance de certains enfants. Oui, alors nous, ce qui nous intéressait, il y a un côté fantastique avec les géants, avec une histoire fantastique, mais ce qui nous intéressait le plus, c'est de montrer la vie des différents enfants à travers le monde, et ça permet, on l'espère, une ouverture d'esprit pour les jeunes lecteurs qui nous lisent, de voir que Célestin, il travaille dans les mines au Congo, et si on se renseigne un peu, il y a vraiment des enfants qui travaillent dans les mines. Donc c'était parler de la condition des enfants un petit peu, soit la condition, soit traiter. La petite Erin, elle a perdu ses parents, donc c'est de traiter de son cheminement à elle.
toi, tu as une formation qui n'est pas forcément hyper classique pour un auteur de bande dessinée. Souvent, ceux qui sont à ta place, ils ont fait des écoles de bande dessinée, des écoles d'image. Toi, tu as étudié la communication visuelle à Bordeaux. En quoi tu penses que ça t'a aidé dans ta manière de dessiner? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas d'ailleurs, mais est-ce que ça a pu t'aider à un moment dans la manière de faire passer des messages dans chaque page, dans chaque dessin peut-être? Alors c'est de la communication visuelle, donc mes études ça a été beaucoup orienté vers de la publicité ou effectivement transmettre un message, trouver l'idée, la rendre claire et voilà, donc là-dessus ça m'a aidé. Après j'ai eu aussi une année, la première année c'était une année où on apprenait beaucoup de choses, beaucoup le dessin académique, donc le corps humain, dessiner des paysages, la perspective, etc. Après mon école m'a surtout appris une rigueur, utiliser aussi les outils informatiques, mais je suis sorti de là, j'ai surtout appris ensuite sur le tard et sur le tas, on va dire. La meilleure école que j'ai pu avoir, je pense, c'était au contact de Didier Poli. J'ai travaillé avec lui, il avait un studio de bande dessinée et il faisait un peu comme au Japon ou en studio de dessin animé, il faisait travailler. Il y avait alors il y avait la série Le Petit Prince. Donc quelqu'un faisait les décors, quelqu'un d'autre faisait les personnages, quelqu'un d'autre faisait la couleur, le storyboard, etc. Et moi j'avais fait un peu de couleur, un peu de storyboard et ça m'a appris comme ça à travailler en équipe. Et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant sur les géants, j'aime déléguer et j'aime chapeauter en étant directeur artistique. Voilà, je pense que ça vient de là. Tu as aussi beaucoup bossé sur la 3D, sur le jeu vidéo. Est-ce que ça t'aide? Parce que on voit les gens, on pense forcément un peu à Transformers ou à ce genre de film. Est-ce que dans la construction des pages, des personnages, ça t'a aidé aussi cette formation-là? C'est peut-être pas conscient d'ailleurs, mais est-ce que tu penses que ça a pu t'aider sur la manière de les faire bouger Alors par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la 3D, parce que j'ai appris la 3D, ça m'a aidé, je pense, au niveau des lumières, au niveau de raconter une histoire, parce qu'on devait faire un film de fin d'année, donc faire un storyboard, faire bouger les personnages. Faire une histoire qui soit compréhensible de tous. Donc ça m'a aidé là-dessus. Mais bon, après j'ai arrêté la 3D, donc il y a des choses qui ne m'ont plus servi, comme les logiciels 3D, je les utilise plus du tout. Assez vite, tu as connu le succès, j'allais dire, parce que tu as remporté le prix Jeune Talent à Angoulême. Ton premier projet BD, si je dis pas de bêtises, avec Philippe Laccueil, c'était la première fois que tu sortais une bande dessinée, première BD, premier prix. Oui, effectivement. Avec Philippe Laccueil, on avait participé au Jeunes Talents. On avait été dans la sélection, donc avec des planches exposées à Angoulême. Donc c'était mon premier Angoulême en tant qu'invité. Et après, on avait fait le concours Arte Glénat. Donc c'était la chaîne de télé Arte et la maison d'édition Glénat. Bon, depuis, le concours n'existe plus. On était les derniers, donc j'espère que c'est pas nous qui avons coulé le. Mais oui, ça m'a permis. En tout cas, de mettre un pied dans la bande dessinée, de voir que ça me plaisait beaucoup. Et après cette BD, j'ai mis les bouchées double, triple pour continuer. Il m'a fallu un certain temps, mais voilà, maintenant, avec les gens, je suis plutôt bien installé. C'était pour le projet Le Moustiquaire de Berlin, le projet Artegla? Oui, c'était Le Moustiquaire de Berlin. Bon, c'était une première bande dessinée avec ses défauts, ses qualités, mais surtout ses défauts. Et une première collaboration avec un scénariste. Voilà, depuis, j'ai fait d'autres collaborations, plus ou moins bonnes. Et là, j'ai trouvé un scénariste avec qui ça se passe vraiment, vraiment très bien. Et ça fait 7-8 ans, je pense, qu'on travaille ensemble avec Lilian. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et là, je dis ça au cas où il nous écoute. Non, en vrai, c'est vraiment mon âme sœur au niveau du scénario. Et on adore travailler ensemble et on est même en train de se monter en studio. Voilà. Le premier projet, c'était La Famille Fantastique. Ouais. Tous les deux. Comment vous travaillez ensemble, justement? Parce que c'est toujours facile de dire on s'entend hyper bien, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'entend bien? C'est ton âme sœur, il t'envoie des pages de scénario. On se rappelle toujours de quand Goscinny et Uderzo parlaient de leur façon de travailler, mais qu'est-ce qui fait que c'est simple, finalement? Alors, nous, en tout cas, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on continue ensemble, donc c'est quand même un bon indice. Après, Lilian, il m'envoie. Je participe énormément à l'élaboration des projets, donc je lui donne mes idées, mes envies, il les intègre plus ou moins. Si des fois j'ai des idées pourries, donc il les met pas, mais voilà, je participe là sur les géants, je continue à lui apporter mes envies sur les prochains tomes et il les incorpore ou non.
Mais voilà, c'est en permanence une discussion permanente sur nos prochains projets, sur l'univers de nos différents albums en cours ou projets. Et je peux lui faire changer des parties du script, il peut me faire aussi modifier certaines choses au niveau du dessin. C'est une collaboration où il n'y en a pas un qui a le dessus par rapport à l'autre, et on travaille tous les deux pour faire le meilleur album, la meilleure série possible. Et on n'a pas d'ego là-dessus, quoi. On se dit les choses simplement, sans tourner autour du pot, et ça fonctionne bien. 100% numérique, le dessin ? 100% numérique, oui. Sur les géants, on travaille quand même avec lui, il est au Québec. On travaille avec une Italienne, on a travaillé avec une Belge. Là, enfin voilà, on est tous un peu éparpillés. Donc c'est plus simple numérique. Puis ça permet aussi d'aller un peu plus vite. Et puis moi, ça me permet d'être plus à l'aise aussi. J'ai moins peur de rater. Voilà, pour moi, c'est confortable. T'as pas une envie à un moment d'essayer le traditionnel Ouais, alors j'ai commencé par du traditionnel parce que j'avais fait des albums chez Casterman en traditionnel. Maintenant, les dédicaces, j'adore faire les dédicaces parce que c'est du tradi. Revenir au tradi, ce serait compliqué, je pense. C'est tellement un outil. La partie que je préfère dans une bande dessinée, c'est la partie storyboard, donc toute l'élaboration de la narration. Et le fait d'être en numérique, ça me permet facilement de bouger un perso, de changer un plan, de gommer, de refaire, etc. Donc c'est très malléable comme outil et c'est ce que j'aime. On parlait des géants qui vont continuer longtemps, ça continue à aussi bien marcher. Deuxième cycle déjà, le tome 7 il y a quelques semaines, le tome 8 bientôt, le tome 9. Est-ce que tu as d'autres projets à côté de séries jeunesse ou d'autres d'ailleurs ? Donc oui, alors juste pour les géants, ça va continuer pour l'instant jusqu'à 14. Et on continue parce qu'on a encore de quoi faire, de quoi raconter. Et moi, je m'éclate toujours autant. J'espère que quand on aura plus de jus, on s'arrêtera, qu'on ne tirera pas dessus ad vitam. Sinon, oui, on a une autre série, cette fois chez Soleil, qui va s'appeler 5e B. Donc, on est sur un univers un tout petit peu au-dessus des géants, où on va suivre une classe de 5e B qui part en voyage scolaire et à qui va arriver quelques mésaventures, ils vont subir une attaque extraterrestre, voilà, rien que ça. Et là, on va pas s'attacher à un personnage, mais plus à des groupes. Donc on a créé toute une classe de 5e B, et puis on a vu comment les groupes pouvaient se répartir, avec certains enfants qui sont plus ou moins solitaires, d'autres qui vont de groupe en groupe, les bad boys de la classe, etc. Et comme ça, on crée notre histoire. Et voilà, donc 2 tomes, le tome 1 qui sort en septembre prochain, donc septembre 2024, et le tome 2 en janvier 2025. Donc voilà, une série qui pour l'instant est en 3 tomes chez Soleil. Toujours avec Lilian. Toujours avec Lilian et toujours avec Lauriane, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc je le redis, les géants, on découvrait le premier cycle, les 6 premiers tomes, le 7e du 2e cycle, j'espère que les gens nous suivent, qui vient de sortir, et les autres qui vont suivre très prochainement. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Je suis pas sûr, mais vas-y. La première BD que tu as lue ? Mais j'ai pas tellement de souvenirs des toutes premières. J'ai plus des souvenirs de, par exemple, quand je lisais Cédric, le petit Spirou. Après, j'étais plus âgé, mais c'était Akira qui m'a donné une claque monumentale. Mais voilà, c'était vraiment c'était des friandises, quoi. Le petit Spirou, Cédric, j'adorais. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Oh là là. Moi, celle qui m'a le plus marqué, je ne vais pas être original, mais c'est Akira. Voilà, c'était au collège, je découvrais le manga et ça sortait assez régulièrement, donc j'attendais le nouveau Akira et puis c'était une découverte, c'était des nouveaux codes, c'était époustouflant. Quelle est la plus belle couverture de bande dessinée ? Oh punaise, la plus belle couverture, c'est dur quand même ton questionnaire. La plus belle couverture, là je dirais un Peter Pan, mais bon, il y en a plein, mais je dirais un Peter Pan de Loisel. Quel est ton personnage de BD préféré ? Je dirais, c'est pas très original, mais je dirais le petit Spirou. Il me faisait vraiment marrer. Et, j'ai des très bons souvenirs du petit Spirou de quand j'étais jeune. Ton personnage de BD détesté ?
Je sèche. J'étais pas fan de Tournesol. C'était le personnage comique, mais j'étais pas fan de ce personnage-là. Ton super-héros préféré? Je dirais Gaston. C'est une bonne réponse à Gaston. C'est un peu un super-héros. Il a plein de super gadgets, comme les super-héros. Et voilà, il a une Batmobile, mais c'est sa voiture. Ouais, Gaston. Tu dessines dans le calme ou en musique? Alors ça dépend, je dessine beaucoup en musique. J'ai une playlist très éclectique. Alors je dessine avec vraiment de tout, ça peut être musique de film, chansons françaises, vraiment de tout quoi. Et j'aime aussi bosser de temps en temps avec des émissions. Alors à un moment je regardais tous les On de la raconte, tous les Faites entrer l'accusé, et ça me portait un peu sur le système à la fin. Du coup j'ai arrêté parce que ça rend quand même pas super joyeux. Couleur ou noir et blanc? Moi, noir et blanc. J'ai un petit problème de vision des couleurs et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête la couleur. Donc, j'ai trouvé un super coloriste, donc noir et blanc. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Alors, récemment, j'ai découvert et j'ai adoré Do a Power Bomb. C'est un comics. Donc, je lisais pas de comics, mais je me suis mis aux comics et il y a plein de pépites. Et l'auteur, c'est James Warren, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça j'ai adoré. Donc ça je conseille Do a Power Bomb. Merci beaucoup Paul Drouin d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup Mathieu. Et donc on relit les géants, les 6 premiers, le 7e qui vient de sortir et les 14 du coup bientôt. Avant peut-être encore un autre cycle, qui sait. Merci à toi. Merci beaucoup. Et pour terminer, nos coups de cœur de la quinzaine, avec d'abord Le ciel dans la tête, roman graphique époustouflant dès sa scène d'ouverture. Un enfant est coincé dans une mine, un autre parvient à l'extirper, mais les deux sont condamnés à mort par le chef de la milice qui exploite cette mine car ils ont ralenti la cadence d'extraction du coltan. Ils s'enfuient, l'un deviendra enfant soldat, l'autre cuisinier. Une BD bien documentée sur la région du Kivu, en République démocratique du Congo, riche en matières premières et c'est son drame. Le dessin doux d'Antonio Altariba tranche avec la rudesse du récit. C'est chez De Noël Graphique. Deuxième conseil lecture, c'est le grand retour de Milo Manara, qui reprend Le nom de la rose, célèbre thriller médiéval d'Umberto Eco. Manara qui, dans cet album, dessine de 3 façons différentes, fonction des époques, et qui glisse des petites enluminures. Le tome 1 vient tout juste de paraître chez Glénat. Enfin, on termine avec la nouvelle bande dessinée de Mathieu Sapin. Après avoir suivi notamment Gérard Depardieu, François Hollande ou Emmanuel Macron, notre reporter dessinateur est cette fois parti sur les traces de la jeunesse révolutionnaire de son beau-père, un certain Edgar. C'est d'ailleurs le titre de l'album. Un pèlerinage portugais qu'ils font ensemble avec beaucoup d'humour. Edgar est publié chez Dargaud. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.